Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Dialogue avec. Nous sommes mardi 4 juin, je me présente, je suis Patricia Atemini. Ce soir, nous allons recevoir Madame Arlette Kinda, qui est pharmacienne de profession et elle fait aussi de la recherche en médecine. Bonsoir Madame Arlette. Bonsoir Madame Patricia. Merci d'être là. C'est moi qui suis honorée d'être ici. Merci, merci. Alors, je vais d'abord m'excuser vraiment auprès des auditeurs parce que je suis un peu malade. Donc, il ne faudra pas m'en vouloir si je prends un peu d'eau et que je me mouche aussi. Mais en tout cas, je ferai attention de mettre le micro en mute. Comme ça, vous n'entendrez pas mon rhume, en tout cas. Bon, on a aussi avec nous Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir, bonsoir. Merci. Bon rétablissement. Merci, merci. C'est les changements de temps, de température. C'est un peu, ça chamboule tout le système. Mais bon, j'attends le conseil du docteur Arlette ou bien de la pharmacienne Arlette Kinda qui va nous conseiller en automédication et va nous faire une très belle définition et nous expliquer un petit peu ce que c'est l'automédication. Et puis, bon, bah, elle pourra être là pour répondre à nos questions, etc. Le père... Pardon? Les remèdes de mamie, ça fonctionne toujours. Oui. Elle nous parlera aussi de la médecine traditionnelle, certainement. Donc, voilà. Alors, je vais donner le micro et le temps à Madame Arlette Kinda de se présenter, de nous parler... Pardon, le père Jean-Pierre est là, je ne l'avais pas vu. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Madame Arlette. Bonsoir, Yves. Et bonsoir aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de partager c'est normal que tu me le vois. Avec vous le moment de ce soir. Ouais, il a porté son beau maillot aujourd'hui. Justement, c'est pour cela que tu ne peux pas le voir. Nous aurons aussi le professeur Alfred qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, mais on attend impatiemment le professeur Alfred parce qu'il a toujours de très bonnes questions et de très bons commentaires. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est tellement pertinent que ce serait dommage de ne pas l'avoir avec nous. Alors, on va revenir vers Madame Arlette. Madame Arlette, vous allez vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours scolaire et professionnel pendant quelques minutes et ensuite on va débuter avec le sujet. Alors, merci beaucoup pour la parole. Mon nom est Arlette. Je suis née à Likasi. Likasi, c'est dans la province du Grand Katanga aujourd'hui. Et j'ai fait mes études, en fait, mon école maternelle au complexe scolaire Les Élites à Lubumbashi. Mes études, mon école primaire à l'Institut Yohari à Kambov. Et j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Et puis, je suis allée à Likasi pour mes études secondaires au lycée Moussofi. J'ai obtenu mon diplôme d'État en option chimie-biologie. Après cela, je suis allée à l'université de Lubumbashi, précisément la faculté des sciences pharmaceutiques. Et là, j'ai obtenu mon diplôme de licence en tant que pharmacien. Alors, tout de suite après mes études universitaires, j'ai été engagée chez Denk Pharma, qui est une firme allemande. J'ai travaillé en tant que déléguée pharmaceutique pendant un certain moment. Et j'ai dû quitter la RDC pour finalement venir m'installer aux États-Unis. Alors, actuellement, je suis en train d'évoluer en tant que chercheur indépendant sur... je suis en train d'effectuer une étude phytochimique et ethnobotanique de plantes qui sont utilisées comme aphrodisiaques dans, n'est-ce pas, la ville de Kolwezi. Donc, pour le moment, on travaille seulement sur la ville de Kolwezi, mais on a le projet de tendre
le récolte de données dans toute la province du Balaba. Donc, s'il faut parler de moi brièvement. Voilà. Merci pour ce bel exposé. Alors, on a deux thèmes sur lesquels on voulait parler aujourd'hui. On va commencer par le thème de les différents types d'automédication. En tout cas, d'abord, la définition de l'automédication, ses avantages, ou bien ses bénéfices et ses risques. Donc, je vous laisse parler d'abord de ce qu'est l'automédication, et puis ensuite, nous irons vers les avantages et les risques. Alors, merci beaucoup. Déjà, s'il faut définir l'automédication, c'est l'automédication est en fait considérée comme la prise d'un ou plusieurs médicaments concomitamment ou séparément et c'est par une personne sur initiative propre. Alors, il faut ici noter que l'automédication s'effectue sans aucun avis d'un professionnel de la santé, notamment sans le conseil d'un pharmacien. Et l'automédication peut ici être le fait d'aller dans une pharmacie, de prendre un médicament et de se l'auto-administrer, ou bien de, n'est-ce pas, prendre un ancien médicament qui se trouve dans votre armoire à pharmacie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le prenez sur initiative propre. Il faut peut-être préciser que quand on parle de l'automédication, on fait tout autant référence à la médecine traditionnelle qu'à la médecine dite moderne. Dans les deux cas, c'est de l'automédication. Alors Madame Arlette, si comme par exemple, moi, je suis grippée, là, on va dire, j'ai quelques médicaments dans ma pharmacie à la maison. Donc, j'ai pris quelque chose pour soulager ma gorge et mon petit rhume. Donc, je peux dire que c'est de l'automédication, n'est-ce pas? Tant que en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez, n'est-ce pas, prendre un ancien médicament que vous avez eu à utiliser. Ok, c'est bien. Et ça c'est de l'automédication parce que vous le faites sur initiative propre. Vous n'avez pas demandé l'avis d'un pharmacien. Et ici, je tiens à préciser que c'est une automédication irresponsable parce qu'il y a aussi l'automédication responsable. Et dans ces cas-là, on demande au minimum l'avis d'un pharmacien, le conseil d'un pharmacien avant de prendre un produit. Donc, ce que vous faites, Madame Patricia, c'est effectivement de l'automédication. D'accord, parce que je n'ai pas demandé conseil ni à un pharmacien, ni à mon médecin. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai une grippe, je sais ce qui me soulage en temps normal quand j'ai la grippe, donc c'est l'automédication. Alors, est-ce que c'est dangereux de faire ainsi, d'utiliser des médicaments qui sont dans le placard depuis des semaines? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a des risques et quels sont les risques? Alors, le risque lié à l'automédication sont légion. Il y a par exemple, de façon générale, il y a des risques, par exemple, de contrefaçon. Vous voyez, il y a des risques de prendre un médicament qui est contrefait. Il y a le risque de retarder le diagnostic. Il y a le risque que vous fassiez une erreur de diagnostic. Il y a le risque, par exemple, de mésusage, une mauvaise utilisation du médicament. Il y a le risque d'interaction médicamenteuse. Donc, les risques sont de façon générale. Mais dans votre cas, parce que vous utilisez un ancien médicament qui se trouve dans votre armoire à pharmacie, les risques sont liés à beaucoup plus la conservation de ces médicaments-là.
comment ça a été conservé? Est-ce que vous avez respecté les conditions de conservation du principe actif qui compose votre médicament? Ça, c'est une question. Et puis, est-ce que vous avez pris le temps, par exemple, de jeter un coup d'œil sur la date de péremption? Parce que vous pouvez avoir ces médicaments-là dans votre armoire à pharmacie, mais il est déjà périmé, vous voyez. Un autre risque, c'est le dosage. Est-ce que vous avez pris ce médicament-là à la bonne dose? Est-ce que vous n'avez pas sous-dosé? Est-ce que vous n'avez pas surdosé? Et vous, en tant que, je dirais, profane, dans le domaine médical, vous ne saurez pas tenir compte de tout cela. Il y a, par exemple, le risque, si vous prenez ces médicaments-là avec d'autres substances, ou d'autres médicaments, il y a le risque d'interaction médicamenteuse. Donc, il y a le risque, par exemple, que même votre médicament le médicament que vous prenez soit inefficace, donc qu'il n'y ait pas d'effet thérapeutique attendu, simplement parce que vous avez sous-dosé, comme j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la question du dosage. Un autre risque que j'aimerais souligner, c'est était-il nécessaire que vous preniez un médicament? Par exemple, si votre toux ou votre rhume est d'origine virale, ce n'est pas nécessaire que vous puissiez prendre un médicament. Vous voyez, donc tout ça, ce sont les risques auxquels on s'expose quand on fait recours à l'automédication. Mais je crois que s'il y aura le temps, on essaiera de détailler le risque général dont je parlais tout à l'heure. D'accord, merci. Vous venez de souligner quelque chose de très important et que peut-être je n'avais pas besoin de médicaments, simplement de l'eau aurait peut-être suffi à me soulager ou bien, je ne sais pas, une boisson chaude ou quelque chose. Mais en fait, dans notre quotidien ou bien dans notre façon de réfléchir, quand on voit que le corps ne répond pas et qu'on se sent faible, le premier réflexe que les gens ont, c'est les médicaments. Que ce soit pour les maux de tête ou autres. Qu'est-ce que vous pensez que, en fait, le système médical ou bien les pharmaciens conseillent dans ces cas-là? Est-ce que c'est nécessaire? Quand vous avez, par exemple, un patient ou bien quelqu'un qui rentre dans la pharmacie et qui vous décrit ses symptômes, est-ce que vous lui, en tant que pharmacienne, vous lui prescrivez directement des médicaments, vous lui donnez des médicaments, ou alors parfois vous le renvoyez en disant que non, ce n'est pas grave, vous avez tel thé ou quoi, ça va vous soulager? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il y a 3 catégories de médicaments. Ok, il y a le médicament qui sont d'accès libre. Ce sont ces genres de médicaments que vous pouvez vous pouvez aller dans une pharmacie ou dans une parapharmacie, vous prenez un médicament sur l'étagère que vous partez payer. Vous pouvez toujours, bien sûr, demander conseil au pharmacien à côté. Il y a le médicament qui sont à prescription facultative. Ce sont des types de médicaments que le pharmacien peut vous donner sur demande lorsque vous le lui demandez, après avoir bien sûr il va essayer de voir la balance bénéfice-risque. Et puis, il vous le donnera s'il trouve qu'il est nécessaire de vous le donner. Et puis, en troisième position, il y a le médicament qui sont sont de médicaments à prescription obligatoire. Et dans ces genres de cas, même si vous le demandez, on ne vous le donnera pas. Il faudra une prescription au préalable pour qu'on puisse vous remettre ces types de médicaments-là. Alors, est-ce que le pharmacien peut refuser de donner un médicament lorsque vous essayez de lui détailler vos symptômes? Ça peut arriver qu'il le fasse.
Ça peut arriver qu'il le fasse. Par exemple, vous avez une toux qui n'est pas d'origine bactérienne. Ça ne sert à rien que le pharmacien vous donne un antibiotique parce que vous le lui demandez. Vous comprenez? Donc, le pharmacien peut ne pas vous donner un médicament. C'est lui qui jugera si c'est nécessaire ou pas. Intéressant. Intéressant, merci. Yves, tu as une question sur l'automédication ou un commentaire? J'ai plein de questions, mais j'ai vu que tu as soigneusement évité l'adjectif qu'elle a collé à ton automédication. Mais bon, en fait, vous avez parlé des 3 cas où les médicaments sont prescrits. Mais il y a aussi un autre cas où les médecins vous prescrivent des médicaments qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Et voire même, on vous prescrit des médicaments qui ne peuvent pas être vendus en pharmacie. Parce qu'il y a de ces médicaments qui ne peuvent pas être vendus en pharmacie. Et j'ai vu, et ça c'est vraiment déplorable, dans notre pays, à Kinshasa, ma mère avait un problème cardiaque et on nous dit que non, elle a une hypertension pulmonaire et de cette hypertension pulmonaire, elle devait prendre un médicament qui s'appelle Progenta. Le Progenta, on l'a cherché partout à Kinshasa, à Nairobi, à Brazzaville, à Bruxelles. C'est à Bruxelles où on nous dira que ce médicament-là, on ne le donne que dans les hôpitaux et que c'est sur comment on appelle ça, une réunion du département de cardiologie que l'on prescrit ce médicament-là. Et pour qu'on vous le prescrive, il faut que vous soyez interné à l'hôpital. Et chez nous, à Kinshasa, on l'a prescrit à ma mère. On a dû faire venir le médicament d'Inde. Et le plus drôle, c'est que le médicament, on le lui administrait et maman, elle rentrait à la maison. Et la chose la plus surréaliste, c'était qu'une fois arrivé à Bruxelles, c'était le premier médicament que le médecin lui a interdit de prendre. D'accord. Avant de répondre, Madame Marlette, j'aimerais quand même souligner, j'aimerais quand même dire qu'on essaye de faire cette émission, mais on se base aussi sur le contexte congolais. Donc, c'est l'automédication dans le contexte congolais, à Kinshasa ou peu importe dans quelle ville. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que 9 Congolais sur 10 à Kinshasa pratiquent l'automédication, comme vous venez de le définir tout de suite là. Ou alors, comme Yves vient de le dire, c'est un médecin qui prescrit un médicament dont il n'est même pas sûr que le patient trouvera dans la pharmacie, qu'il aura accès ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous pensez que cette espèce de automédication-là n'est pas reliée aussi à l'industrie de pharmaceutique, mais industrie pharmaceutique parce que nous, on n'a pas d'industrie pharmaceutique au Congo. C'est plus l'importation des médicaments qui viennent de l'extérieur et qui envahissent le marché congolais et dont les patients, donc tout le monde a accès juste en allant à la pharmacie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'automédication et le marché industriel et l'importation des médicaments au Congo? Alors, merci beaucoup. J'aimerais d'abord revenir à la question ou à la réaction de Monsieur Yves. Ici, il faut quand même préciser qu'il y a certains, je dirais, erreurs qui sont commises par certains professionnels de la santé. Normalement, lorsque vous prescrivez un médicament, il est recommandé de le prescrire en dénomination commune internationale. Donc, il faut prescrire la DCI. Vous n'allez pas prescrire le nom commercial d'un médicament. Je vais donner ici un exemple pour vous faire comprendre. Lorsque, par exemple, le médecin doit prescrire du paracétamol, il mettra sur l'ordonnance le nom paracétamol, c'est ça la DCI. Il ne mettra pas, par exemple, il est interdit qu'il mette, par exemple, Efferalgan ou bien qu'il mette,
par exemple Tylenol, Tylenol, voilà, ou bien qu'ils mettent par exemple donc tous ces noms-là que vous connaissez de noms commerciaux de ces médicaments. Normalement, il ne doit pas prescrire de cette façon-là. Vous devez prescrire la DCI parce que le pharmacien, à son niveau, quand il reçoit la prescription, s'il n'a il a le choix. Il a le choix que, bon, par exemple, quand je reçois une prescription, on a prescrit le paracétamol. Je sais moi-même proposer au patient s'il veut, par exemple, du paracétamol, de efferalgan, s'il veut du Tylenol. Donc, c'est moi qui décide en tant que pharmacien. Mais malheureusement que pour certaines raisons, beaucoup de médecins dans notre pays prescrivent le médicament sous le nom commercial. Et ça, normalement, c'est prohibé par la loi. Alors, pour revenir à la question de Madame Patricia, ce qui est sûr, c'est que la majorité de médicaments en RDC sont fabriqués ailleurs. Ils sont fabriqués, par exemple, en Asie ou bien en Europe. Mais il y a quand même certains, je dirais certains laboratoires de fabrication de médicaments au niveau de la RDC. Ça existe, mais selon le besoin en santé, le gouvernement, je crois qu'il y a un système de choisir le type de médicament dont on a besoin dans notre pays, et je pense qu'ils font comme ça. Je ne suis pas très sûre, mais je pense qu'ils font de contrats avec plusieurs maisons qui, lorsque une maison ou un laboratoire pharmaceutique veut n'est-ce pas, venir s'implanter en RDC ou vendre le produit en RDC, ils doivent passer par la DPM, la direction de pharmacie et de médicaments. C'est une direction du ministère de la Santé, et c'est eux qui vont, n'est-ce pas, octroyer l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. Parce que je tiens quand même à préciser qu'aucun médicament ne peut être utilisé, distribué, on peut dire même vendu en RDC sans qu'il n'ait obtenu ces documents-là, l'autorisation des mises sur le marché. Alors, est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup de laboratoires de production de médicaments peut influer sur l'automédication? Je dirais oui. Je dirais oui. Parce que plus les médicaments sont rares, plus ils sont chers, n'est-ce pas? Donc, ce qui est rare est cher. Et le patient ou la population, elle a plus tendance, par exemple, à recourir aux plantes médicinales. C'est de l'automédication aussi. Le fait qu'on n'ait pas le médicament sur place, on va chercher une autre solution qui sera alternative, parce qu'on veut, n'est-ce pas, se soulager du malaise ou des symptômes que l'on présente. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, Madame Patricia. Oui, merci, vous avez très bien répondu. Mais on va revenir dessus tout à l'heure. Je vais d'abord dire la bienvenue au professeur Alfred. J'espère qu'il nous entend maintenant. Moi, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement là. Bon, c'est parfait alors. Donc, très bien. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez pu suivre un peu l'introduction. J'ai tout suivi. Hein. C'est parfait. Est-ce que vous avez une petite question ou un commentaire? Alors, bon, d'abord, déjà dire bonsoir à Madame Arlette Kinda. J'ai entendu tout ce qu'elle a dit, effectivement, sur la dispensation des médicaments, le rôle du pharmacien, qui est un rôle très important par rapport justement aux médecins. Donc, il y a
un lien direct entre les médecins, les prescriptions qu'ils font, donc les ordonnances, et les pharmaciens, pour permettre justement aux patients de pouvoir être médiqués comme il se doit. Ça, effectivement, c'est valable partout aux États-Unis, ici en Europe, et puis en RD Congo. Alors, j'ai juste une toute petite question parce que on a commencé par l'automédication. Dans nos traditions, dans nos villages, on se soigne encore aujourd'hui à l'aide des plantes. Qu'est-ce qu'elle pense de cette médication-là par rapport justement à la chimie que les pharmaciens, les laboratoires donnent aux patients? Alors, merci beaucoup, professeur, pour la question. Encore aujourd'hui, ça c'est ma perception. Je pense que la médecine traditionnelle, elle a sa place dans le traitement de maladies, dont souffre la population congolaise en particulier. Et au-delà même de la RDC, il y a par exemple la Chine qui fait preuve n'est-ce pas, d'organisation sur le plan de la médecine, par exemple, traditionnelle chinoise. Et tout le monde en parle, tout le monde veut, n'est-ce pas, recourir ou utiliser le médicament traditionnel chinois. Donc, encore aujourd'hui, pour moi, la médecine traditionnelle a sa place. Mais il y a certaines limites. Vous voyez, il y a certaines limites dans ce sens que on veut avoir le preuve du point de vue scientifique, est-ce que ces médicaments qui sont utilisés traditionnellement, ces préparations qui sont faites traditionnellement, est-ce que ça a... est-ce que réellement ça traite la maladie? Et c'est là même que le pharmacien intervient. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu, pour mon travail de fin d'études, j'ai eu à faire un criblage phytochimique et une évaluation de l'activité pharmacologique de Pericopsis angolensis. C'est une plante qui est utilisée dans la médecine traditionnelle comme aphrodisiaque. Ok. Alors, ce que j'ai eu à faire, c'est d'abord aller auprès de personnes ressources, notamment les tradipraticiens, recueillir les informations. Comment ils traitent précisément le dysfonctionnement érectile? Comment ils le traitent? Quel type de plantes ils utilisent? Quelles sont les recettes qu'ils utilisent? Et à quelle dose ils utilisent? Quelle partie de la plante ils utilisent? Et puis, après cela, j'ai eu à faire un criblage. Donc, en fait, il a fallu identifier la plante qui était la tête de série, et puis faire un criblage phytochimique, c'est-à-dire essayer d'identifier le métabolite qui peuvent être à la base de l'action thérapeutique ou de l'action pharmacologique de cette plante-là. Et en fin de compte, on a eu à faire des essais sur Cavia porcellus. Cavia porcellus, c'est le cochon d'Inde. Voilà. On a eu à faire des essais avec le témoin positif qui était le citrate d'acétaldénafil. Il a fallu faire des essais pour voir si est-ce que cette plante-là, elle a réellement cette action thérapeutique. Et il a été prouvé que, justement, la plante avait cette action thérapeutique. Donc, cela peut justifier son utilisation dans la médecine traditionnelle. Donc, moi, je persiste et je dis que la médecine traditionnelle, elle a sa place, mais il faut une forme de réglementation. Il faut
peut-être un travail en collaboration avec de phytopharmacologues, avec de pharmaciens, pour essayer, n'est-ce pas, de voir est-ce que les plantes qui sont utilisées, est-ce qu'il y a une certaine forme de sécurité? Est-ce que ces plantes-là ne peuvent pas, par exemple, induire une toxicité donnée? Est-ce que ces plantes-là, par exemple, est-ce que il y a une forme d'innocuité, de sécurité lorsque vous les utilisez? Et c'est là que intervient même la formulation de médicaments traditionnellement améliorés. Donc, la médecine traditionnelle, elle a sa place. Elle a sa place. Et il faut même souligner que le médicament, il y a beaucoup de médicaments qui sont issus des végétaux. Il faut signaler cela, qui sont issus des végétaux. Donc, tout part de enquêtes ethnobotaniques et puis on essaie d'isoler une molécule ayant une activité thérapeutique. Et puis, vous avez un médicament, vous voyez. Donc, voilà, la médecine traditionnelle a sa place. Merci. Formidable. Vous commencez à utiliser des termes très techniques, là, je ne sais pas si j'espère va nous suivre. Donc, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que la pharmacopée traditionnelle, comme par exemple en Chine aussi, en faisant des recherches pour cette émission, d'ailleurs, je me suis documentée sur Internet, j'ai vu qu'en Chine, ils ont une sorte de symbiose entre la médecine traditionnelle et la médecine dite moderne, où c'est l'État, avec une proposition politique, etc., qui fait que, bon, comme la santé pour eux est quelque chose d'extrêmement important, c'est un aspect qui place très haut, étant donné qu'ils ont une population très élevée. Donc, ils investissent beaucoup d'argent dans le secteur de la santé. Et pour tout justement réduire au minimum l'importation de médicaments qui viennent d'ailleurs, ils ont investi beaucoup d'argent dans la médecine traditionnelle qui est en symbiose avec la médecine moderne. Et donc, ils font des recherches et médicaments, etc. Et j'ai vu que la Chine importe, je pense, 5 ou 6% des médicaments. Tout le reste est fabriqué localement. Mais à l'inverse, ils exportent beaucoup. Donc, beaucoup de médicaments que nous avons à Kinshasa viennent de la Chine, de l'Inde, etc. Et pour revenir là-dessus, j'ai travaillé dans une chaîne de supermarchés et cette entreprise-là avait aussi une forme de chaîne de pharmacie, des dépôts pharmaceutiques un petit peu partout dans toutes les agglomérations, en tout cas de Kinshasa. Il y avait des formes de dépôts comme ça et puis il y avait beaucoup de médicaments. Et quand on voit tous ces médicaments, les petits pharmaciens, les petites boutiques et tout ça qui viennent acheter les médicaments en gros, on se dit que vraiment il y a un business, il y a un gros business, il y a un gros marché qui fait que au plus le Congolais s'auto-médicamente, je ne sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi si j'ai fait une erreur, mais au plus le marché continue à tourner et puis le business continue à tourner. Est-ce que vous pensez que à Kinshasa, par exemple, avec l'État et avec le ministère de la Santé, est-ce que ce sont, en fait, dans votre connaissance personnelle, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est en discussion où les médecines traditionnelles et la médecine moderne peuvent venir ensemble pour discuter, pour fabriquer des médicaments sur place et réduire les importations de médicaments? Est-ce que au niveau gouvernemental ils le font? Je ne saurais pas donner une réponse par rapport à cette question, Madame Patricia, malheureusement, parce que je ne suis pas du tout informée. Mais ce que je peux dire, c'est que au niveau des facultés, par exemple de la faculté de sciences pharmaceutiques de l'UNILU, il y a plusieurs recherches qui sont menées comme ça pour essayer de lier la médecine traditionnelle à la médecine dite moderne. Donc, il y a plusieurs travaux de recherche qui sont publiés, que vous trouverez. Il y a
de travaux de recherche sur, par exemple, le plante qui traite le cancer, le plante utilisé dans la médecine traditionnelle pour, par exemple, traiter le diabète, les antidiabétiques traditionnels. Donc, il y a plusieurs études qui sont menées au niveau de l'UNILO. Hein. Bon, je parle de l'UNILO parce que je suis plus informée de ces côtés-là. Mais au niveau du gouvernement, est-ce que ça s'est fait? Je dirais non. Pour vous dire vrai, je sais que je ne sais pas d'ailleurs combien on investit dans la recherche scientifique dans notre pays. Je suis désolée, je ne sais pas. Mais je sais par exemple que les chercheurs au niveau des universités, ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Il n'y a pas de bourse au niveau gouvernemental pour les chercheurs congolais. Ils travaillent par contre en collaboration avec, par exemple, l'Université libre de Belgique, avec certaines institutions universitaires de France. Et ce sont ces universités-là qui octroient de bourses aux chercheurs congolais. Donc, vous comprenez que de cette façon-là, la connaissance, elle quitte la RDC et elle part ailleurs. Mais si par exemple, aujourd'hui, le gouvernement s'est décidé d'octroyer de bourses, de soutenir la recherche, le développement de médicaments, Madame Patricia, je peux ici vous rassurer qu'on va avoir beaucoup de médicaments que je dirais made in Congo, fabriqués au Congo. Il faut de laboratoires pour ça. Il faut investir dans la recherche scientifique, particulièrement dans la recherche de médicaments. Et il faut peut-être souligner que la recherche, elle est très coûteuse. Elle est très, très coûteuse. Par exemple, pour mettre au point un seul médicament, il y a certaines études qui prouvent que de la recherche au développement jusqu'à la conception du médicament, donc, toutes ces étapes-là, ça peut coûter plus ou moins $1 milliard pour un seul médicament. Alors, dites-moi s'il faut fabriquer de médicaments au Congo, combien ça peut coûter et est-ce que le gouvernement est prêt à débourser la somme qui sera demandée? Ce sont des questions qu'on se pose comme ça, mais je pense qu'il faut de plus en plus encourager le gouvernement à vraiment investir dans ça. Je crois que ça permettra de réduire de plus en plus l'exportation de médicaments. D'accord, merci. On va parler des médicaments falsifiés ou des médicaments, la contrefaçon. Comment des médicaments qui sont vendus en fait dans la rue à Kinshasa, quand je dis dans la rue, c'est pas de main à main, c'est dans les petites boutiques, en tout cas qui ne sont pas vraiment des pharmacies réglementées. Et comment on fait la différence entre un vrai et un faux? Alors, s'il faut parler de la contrefaçon de médicaments, c'est comme vous avez dit, ce sont généralement des médicaments qui sont vendus sur Internet, ou les médicaments qui sont vendus dans la rue, comme vous avez dit, dans de formes de boutiques pharmaceutiques. Et il faut peut-être commencer par définir c'est quoi un médicament contrefait. Donc, quand on dit qu'un médicament est contrefait, cela signifie qu'il est délibérément, donc c'est de manière délibérée et frauduleuse que on va, n'est-ce pas, modifier soit la composition, soit on va munir ce médicament d'une étiquette qui ne relève pas de son identité ou n'est-ce pas, de son origine véritable. Alors, la contrefaçon peut se manifester comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la composition. Un médicament, normalement, je vais prendre un médicament pour vous montrer. Donc, j'ai préparé ce médicament. Par exemple, ça, c'est l'acide ascorbique.
c'est la vitamine C, ok? Donc, lorsque je paye cette boîte, il y a ce sachet. Il est écrit ici que l'acide, le médicament, il est dosé à 1000 mg de vitamine C. Donc, quand je prends cette poudre de vitamine C, cela suppose que je prends plutôt cette poudre, la poudre contenue dans ces sachets. Ça suppose que je prends 1000 mg de vitamine C, n'est-ce pas? Ça, c'est la composition. Et la vitamine C ici constitue ce qu'on appelle principe actif, c'est-à-dire c'est la substance qui n'est-ce pas, va conférer le propriété thérapeutique au médicament. Donc, quand vous prenez votre médicament, le principe actif, c'est celui qui vous permet de guérir ou de prévenir une maladie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, donc au-delà du principe actif, il y a ce qu'on appelle excipients. Les excipients, c'est toute la liste d'ingrédients autres que le principe actif. Et arrêtez-moi toujours hein, si c'est trop technique, Madame Patricia, s'il vous plaît. Non, alors, en tout cas, ça va pour moi. J'espère que les autres, ça va. OK. Alors, quand un médicament il est contrefait, sa composition ne sera pas véritable, OK? Vous pouvez payer un sachet de vitamine C, mais la composition, donc à l'intérieur de ces sachets-là, il n'y a pas le 1000 mg prescrit au-dessus. Ça peut être soit ça ne contient pas simplement de principe actif, soit le principe actif il est sous-dosé, soit il est surdosé. Ou ça peut contenir le bon principe actif, mais contenir d'autres ingrédients, notamment les excipients, qui peuvent être nocifs à l'organisme. Ça, c'est un médicament contrefait. Mais la contrefaçon aussi, elle intervient dans la falsification du conditionnement de médicaments. C'est par exemple pour cette boîte, vous verrez que ici en bas, il y a la date de péremption. C'est septembre 2025. Alors, pour un médicament contrefait, on peut aussi modifier la date de péremption. On vous vend un médicament qui est déjà périmé, mais qui était périmé par exemple en 2023, mais on écrit que ça va périmer en 2025 et vous prendrez ces médicaments-là et ça peut au mieux être inefficace, mais au pire être toxique pour votre organisme. Et, ouais. Et s'il faut, je dirais que tout ça découle du fait que le médicament falsifié ne sont généralement pas contrôlés. Il n'y a pas de traçabilité, que ce soit sur la fabrication, que ce soit sur le processus de transportation. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on a fabriqué, comment on les a transportés. Est-ce que ces médicaments ont été conservés dans de bonnes conditions? Et puis, la personne qui vous vend ces médicaments-là, généralement, ils n'ont pas l'expertise, ils ne sont pas pharmaciens. C'est quelqu'un qui, pour certaines raisons, paye ou falsifie un médicament et il vous le vend. Donc, tout médicament que vous trouvez dans la rue, il est à 80%, ça peut être un médicament contrefait et qui vous causera beaucoup de tort que de bien. Et pour ce qui concerne les médicaments qui sont vendus sur Internet, il y a des études qui prouvent que 50% des médicaments vendus sur Internet, ils sont aussi contrefaits. Ça, c'est beaucoup plus pour nos compatriotes qui vivent en Occident. Et dans ces cas-là, il faut peut-être vérifier, voir si le site sur lequel vous payez vos médicaments, est-ce que c'est un site qui est fiable? Donc, tout ça, c'est ce qu'il faut contrôler. Mais pour, par exemple, le médicament vendu dans la rue à Kinshasa, au Congo, là, il faut vraiment l'intervention du gouvernement pour régler ces problèmes-là. Merci, Madame Arlette. Donc, ça nous ramène encore une fois au fait que la santé publique relève des prérogatives de l'État. Encore une fois, au moins, on aura moins de
de problèmes de falsification de médicaments ou de médicaments contrefaçon si on fabriquait nos médicaments sur place. Donc, développer l'industrie pharmaceutique, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important à faire dans nos pays. Mais encore une fois, je pense que c'est une volonté politique et c'est quelque chose qui relève vraiment d'une volonté politique et de se dire que non, on a plus de 100 millions d'habitants et que on a besoin que ces personnes restent en bonne santé, en tout cas qu'ils vivent le plus longtemps possible et tout. Et donc, j'ai une autre question là. Ma question c'est qu'est-ce que vous pensez qui pousse les gens à l'automédication? Moi, j'avais pensé que c'était peut-être dû à la pauvreté, mais je ne sais pas. Je suis pas si sûre que ça. Est-ce que, par exemple, dans un contexte comme au Congo, peu importe la ville, est-ce que c'est pas quelque chose qui est vraiment juste ancré dans les habitudes des gens, peu importe qu'ils soient pauvres ou riches ou qu'ils aient les moyens d'aller voir un médecin, mais on a ce réflexe-là de toujours vouloir d'abord auto-médicamenter, et puis si ça ne marche pas, ensuite aller chez le médecin, aller voir le médecin et puis prendre conseil chez le médecin. Qu'est-ce que vous pensez qui nous pousse à réfléchir et à agir de cette sorte en fait? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier le recours à l'automédication. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être une raison culturelle. Vous savez, il y a des gens qui, quand il est malade, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il vous dira que j'ai d'abord besoin de faire la recette de grand-mère. J'ai besoin d'aller prendre, voilà, telle racine, elle traite cette maladie. D'ailleurs, ma grand-mère ou ma mère, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, je vais recourir d'abord à cela. Donc, ça prouve que l'automédication, c'est pas seulement une affaire de pauvres, mais même les riches le font. D'autres raisons, ça peut être, comme vous l'avez dit, encore des raisons qui sont économiques, notamment le faible pouvoir d'achat. Vous savez que il y a quelques jours que la RDC a été classée 4e pays le plus pauvre du monde. Alors, la population, c'est à peine qu'elle a le moyen d'aller à l'hôpital avec, vous savez, le coût élevé de prise en charge de maladies dans les formations sanitaires. Il n'y a pas d'assurance maladie au Congo. Donc, quand tu pars à l'hôpital, tu dois payer ta fiche. Il faut payer la consultation. Il faut payer les examens. Donc, les examens qui seront demandés, il faut les payer au laboratoire. Et puis, au-delà de cela, il faut payer le médicament et il faut payer le traitement. Pour quelqu'un qui, par exemple, a un salaire de $300, comment il fait? Comment il fait pour aller à l'hôpital? Il décide simplement de, n'est-ce pas, s'automédiquer. Et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, un produit soit disponible dans ma maison. Pourquoi je vais aller consulter un médecin alors que j'ai déjà mon antibiotique à la maison? La personne va préférer prendre ce qu'il a déjà chez lui. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être l'insuffisance ou la disparité en infrastructure et professionnels de santé. Et il y a dans certains coins de notre pays, il n'y a pratiquement pas de médecins, il n'y a pratiquement pas d'hôpitaux. Et ces gens-là, comment ils font pour se traiter? Ils vont recourir à l'automédication. Il y a le fait de banaliser certaines maladies. Vous savez, vous pouvez avoir, vous dites, bon, c'est juste une toux, pourquoi je vais aller consulter? Vous voyez? D'autres raisons peuvent être le fait que j'ai un problème de santé qui est connu, et que je connais aussi la solution. Par exemple, ici en Occident, pour ceux qui sont allergiques au pollen, ce que vous faites, c'est avant le printemps, vous avez tendance à payer le vitamine pour booster votre immunité. D'autres raisons peuvent être le conseil de proches. Vous avez, par exemple,
votre maman, votre sœur, votre amie qui avait eu avant vous une certaine infection et parce que vous semblez présenter le même symptôme, il vous dira non mais pourquoi tu vas aller consulter? Prends tel médicament et d'ailleurs il vous donne même la moitié de l'antibiotique que lui avait pris, qu'il avait laissé quoi. Et aussi il y a le manque de temps. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas suffisamment de temps, ça peut être les étudiants, le travailleur. Je n'ai pas suffisamment le temps d'aller à l'hôpital, faire la queue, consulter un médecin. Donc, c'est plusieurs raisons, Madame Patricia, plusieurs raisons. On veut, par exemple, traiter les effets secondaires d'un autre médicament. Je vais donner ici l'exemple de quelqu'un à qui on a prescrit, par exemple, un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est par exemple le diclofénac, l'ibuprofène. Ce sont des types de médicaments qui, lorsque vous le prenez, peuvent provoquer, n'est-ce pas, de douleurs à l'estomac. Et la personne cherchera à traiter ces douleurs à l'estomac, il va aller chercher un antiacide. C'est plus facile, c'est plus pratique pour lui. Mais il y a aussi l'accès à l'information qui peut justifier le recours à l'automédication. Avec l'Internet aujourd'hui, avec les livres et tout le monde peut traiter son paludisme, son infection. Il suffit de taper paludisme, traitement, et puis la personne a les résultats et il fait son choix. Donc, c'est plusieurs raisons comme ça qui peuvent justifier la réglementation, le non-respect de la loi dans le domaine, tout ça, le non-respect de la réglementation ou la mise en application de la réglementation en vigueur, avec notamment le fait qu'il y a de charlatans ou de personnes n'ayant pas de l'expertise qui vendent dans des pharmacies, vous voyez. Pour eux, ça sera une activité juste pécuniaire. Je veux juste avoir mon argent, m'enrichir et tout. Alors que, par exemple, un pharmacien, il ne vous donnera pas tout ce que vous démontrez comme médicament. Et pour lui, la santé de la population passe avant. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Merci, c'est très clair. On va aller vers le professeur Alfred qui va nous faire la rubrique et nous donner quelques nouvelles de la France. Voilà, merci. Merci encore à Arlette Kinda pour sa présentation très claire justement de notre sujet de ce soir. Alors, en France, il y a 3-4 actualités importantes. On va le voir, on va aller vite. La première, c'est le prolongement de la ligne 14 du métro automatique, qui est la 14e ligne, effectivement, du Stade de France dans le nord, de Paris, au sud à l'aéroport d'Orly-Val, parce qu'en perspective des Jeux Olympiques, il fallait prolonger cette ligne-là. Et parce que l'aéroport d'Orly va recevoir près d'1 million de visiteurs venant du monde entier. Et ce chantier colossal a commencé en 2014, donc a fait 7 ans pour être terminé, parce qu'on a usé des tunneliers pour faire le souterrain, un peu comme on l'avait fait pour Eurostar dans la Manche, justement, pour creuser ce tunnel. Ça a pris 7 ans, ça a coûté 2,8 milliards d'euros pour les infrastructures justement et 1,3 milliard pour l'achat de nouveaux trains pour faciliter justement cette mobilité pendant les Jeux olympiques. L'inauguration va avoir lieu officielle le 24 juin prochain. Et le constructeur s'est réjoui parce qu'ils sont en avance d'au moins plus de 4 mois sur la durée de construction de ce chantier. Donc, il y a là une sorte de cocorico. Le deuxième point, ce sont les Européennes
et qui se profile. Donc le 9, il y aura des élections européennes. Et il y a un fait vraiment marquant ici qui frappe toute l'opinion. Mais évidemment, le Front National, les sondages mettent le Front National en tête. Mais le fait qui retient l'attention, c'est la division des gauches. Et ces gauches, c'est le Parti socialiste, Place publique, c'est les Insoumis, c'est le Parti communiste, et puis c'est Europe Écologie Les Verts. Ça se tire dans les pattes pour dire qui va représenter véritablement la gauche, qui est véritablement européen, qui va défendre les intérêts français dans l'Europe. Et donc, ça part dans tous les sens. Et pour certains, ça fait le jeu, évidemment, de Macron Renaissance par rapport justement à cette gauche-là. La troisième information qui retient l'attention, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a quelques jours, 2 ou 3, on a trouvé 5 cercueils au pied de la Tour Eiffel. Et dans ces 5 cercueils, entourés des drapeaux français, il était dit, bon voilà, ce sont des soldats français tués en Ukraine. Et ça a sémé une sorte de panique. Heureusement, les services de sécurité sont intervenus rapidement. Ils ont interpellé les 3 personnes qui avaient déposé ces cercueils au pied de la Tour Eiffel. Il y a un qui est d'origine allemande, il y a un Ukrainien et puis il y a un Bulgare. Et en fait, c'est la campagne de déstabilisation, de désinformation russe qui est en marche. Et parmi les 3, il y a un qui est lié justement aux événements d'il y a 1 mois. On avait tagué le mémorial de la Shoah. Et c'est donc la même filière de désinformation sur justement à la fois la guerre en Ukraine et puis sur les Jeux olympiques. La 4e nouvelle, mais celle-là, elle est légère. Ce sont comme titré par un journal, les coulisses du mariage du siècle entre le Real et Mbappé. Où on explique effectivement ce qui s'est passé entre 2022, où le transfert avait capoté, et le nouveau deal qui permet justement à Mbappé de finalement annoncer officiellement la signature de son contrat et son bonheur de se retrouver finalement au Real de Madrid. Il sera présenté après l'Euro qui commence en juin prochain, donc au stade Bernabéu. Donc voilà un peu les quelques informations qui viennent de France. Merci professeur Shango. Pour les gens qui ont amené qui ont déposé des cercueils à côté de la Tour Eiffel, est-ce qu'ils encourent une peine ou des poursuites judiciaires? Parce que c'est quand même fort symboliquement, mais est-ce que c'est puni par la loi? C'est puni. Oui, exactement. Ils ont été interpellés. Ils s'apprêtaient à prendre les bus pour fuir. Ils ont été arrêtés, déférés devant le juge qui est en train justement d'enquêter. Ils seront forcément condamnés. Okay. Je peux même préciser, ils encourent terrorisme, faux bruit et trahison. Donc ce sont des peines assez grave, hein? Oui, c'est grave. Absolument. C'est très grave. Merci beaucoup, professeur. Merci, Yves. Père Jean-Pierre, excusez-moi, je ne vous ai pas donné la parole depuis qu'on a commencé. On oublie parfois que c'est votre émission en réalité. Aujourd'hui, c'est ton émission aujourd'hui. Alors vous n'avez pas des nouvelles d'Italie, on voit juste que vous avez porté votre magnifique maillot. Est-ce que vous avez un commentaire ou une question pour Madame Arlette Kinda? Bon, peut-être deux petites questions, même si
une des questions, Patricia, tu l'as déjà posée. Mais avant ça, peut-être, ça serait aussi mieux d'encourager ceux qui nous suivent, puisqu'ils interviennent en tenant compte de ce qui est déjà dit. Et sinon, après, on ne va rien comprendre de ce qu'ils ont dit. Par exemple, il y a M. Jason Makweng qui a écrit ceci. Malgré certaines expressions purement pharmaceutiques, donc les expressions de Mme Arlette, tout est vraiment clair et très bénéfique. Et puis, il y a monsieur, je crois, Chamouza Kashweshi, je crois que c'est un monsieur, bon, disons, quelqu'un qui nous suit. Et congratulations, Arlette. Et puis, je crois qu'il y a monsieur Emmanuel, en suivant Madame Arlette, qui avait parlé de fuite d'intellectuels. Je crois que c'était au cours de, disons, du dialogue que vous avez eu avec Madame Arlette. Et puis, il y a encore le même monsieur Emmanuel qui a précisé une abréviation probablement DCI, ça signifie dénomination commune internationale, je crois, en parlant des aspects pharmaceutiques. Et puis, M. Jason Makwengo qui dit que c'est vraiment pertinent, donc le thème d'aujourd'hui et puis l'invité. Et Manuel a encore parlé auparavant des risques sur la posologie, en parlant évidemment de l'automédication, tandis qu'il y a, je crois que c'est une dame qui a juste fait une salutation, notamment à l'invité et à toute l'équipe. Là, c'est un peu pour faire plaisir aussi aux gens qui sont en train de nous suivre, pour dire qu'ils suivent, ils ont le dialogue. Alors, quant à moi-même, il y a peut-être deux petites questions, deux petites observations. D'abord, c'est à propos de l'automédication. Est-ce qu'il n'y a pas de victimes un peu plus, comment il faut dire, sensibles dans l'automédication, notamment les enfants, puisque souvent, ce sont les adultes qui donnent les médicaments, qui font l'automédication pour les enfants, sans que les enfants puissent savoir, et à la maison. Ces enfants sont peut-être plus victimes que les gens les adultes qui pratiquent l'automédication. Et puis aussi, une autre catégorie de personnes, ce sont les femmes enceintes. Il y a danger puisqu'elles portent en elles un être humain à l'intérieur et faisant l'automédication, il y a aussi le risque sur l'enfant. Ça, c'est un peu ma première question. Et la deuxième, ça rejoint un peu la question de Patricia, de dire qu'est-ce qui pousse les gens en fait, à faire l'automédication. Moi, je dirais, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent, d'abord pour la consultation, pour faire des analyses médicales. Alors, si les gens n'en ont pas, ils préfèrent le peu d'argent qu'ils ont d'aller dans une pharmacie, même si, quand on prend le cas de la République démocratique du Congo, il n'y a pas beaucoup de vraies pharmacies, surtout dans les quartiers. Ce sont des petites boutiques qui vendent des médicaments. Voilà un peu ce que moi je peux dire comme contribution aux petites questions. Tandis qu'il y a encore un téléspectateur qui a abrégé son nom, HB4, qui dit merci beaucoup pour cet éclaircissement. Ça signifie c'est que Madame Arlette est en train de donner comme éclaircissement à propos de l'automédication. J'ai pris beaucoup de temps, Patty? C'est bien, ça va? Non, bien sûr, allez-y. Madame Arlette, c'est à vous. Est-ce que vous avez saisi les questions? Vous pouvez répondre. Tout à fait. Alors, s'il faut commencer par la toute dernière question du Padre, comme vous l'avez dit, Padre, justement, je crois que j'en ai parlé, les raisons économiques qui poussent à nos compatriotes ou qui poussent les gens à recourir à l'automédication. Comme vous le dites si bien, le coût élevé de prise en charge de maladies dans le formation sanitaire. Et j'ai tantôt parlé de salaire, mais il y a aussi le fait que beaucoup de gens sont au chômage. Donc, quand par exemple, il y a un problème de santé, en soi, le problème de santé, il n'est pas aussi pris au sérieux tant qu'il n'y a pas d'aggravation de symptômes.
Vous voyez, on va vouloir recourir à l'automédication, on va essayer de traiter, de faire un traitement symptomatique, mais en réalité, la pathologie, elle demeure, vous voyez. Ça, c'est donc le risque économique, le raison du faible, le faible pouvoir d'achat, le raison économique pousse beaucoup de gens à recourir à l'automédication. Et par rapport à votre première question, effectivement, il y a de personnes pour lesquelles l'automédication est quand même risquée. C'est notamment, comme vous l'avez si bien dit, les enfants, la population pédiatrique. C'est une population à risque, mais il y a également les personnes âgées, notamment à cause de plusieurs affections chroniques dont souffrent la majorité de personnes âgées. Il y a également le fait qu'ils sont polymédiqués, vous voyez. Ils prennent plusieurs médicaments à la fois et lorsque ils font également recours à l'automédication, ça devient très risquant parce qu'il y a de risques d'interaction médicamenteuse. Vous voyez, si on aura peut-être le temps, j'en parlerai un peu plus en détail. Et donc, tout ça, ce sont des risques. La femme enceinte. Donc, il faut quand même souligner que avant qu'un médecin vous prescrive un médicament, il tiendra compte, n'est-ce pas, de vos conditions physiologiques. Par exemple, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Quel est votre âge? Est-ce que c'est un senior? Est-ce que c'est un jeune? Ils vont tenir compte, par exemple, de conditions pathologiques. Est-ce que, par exemple, vous souffrez du diabète? Est-ce que vous avez un problème d'hypertension artérielle? Ils tiendront compte de tous ces facteurs-là pour choisir le bon médicament qu'il vous faut. Mais quand vous faites de l'automédication, vous ne tenez pas compte de tout ça. Tout ce que vous faites, c'est traiter le symptôme que vous avez. Donc, je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Oui, merci beaucoup, Patricia. Si tu permets, juste pour faire arriver la déclaration de quelqu'un qui nous suit, Chamoussa Kashweshi, qui dit « L'automédication est un fléau qui trouve son terrain fertile dans la pauvreté, évidemment, on a déjà dit, et le manque d'une réglementation ou législation dans nos pays subsahariens. » Voilà un peu le point de vue de Kashweshi qui nous suit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à Yves. Yves va nous faire la rubrique des nouvelles. Et aussi, s'il a une question, il peut poser la question. J'ai pas une question, j'ai plein de questions. Je vais commencer par les nouvelles espagnoles. En tout cas, on était plus ou moins à l'aise ici en Espagne jusqu'au samedi quand les Madrilènes ont gagné. Ils nous ont cassé les oreilles. Il y a eu beaucoup de bruit, des feux d'artifice partout, la 15e par-ci, la 15e par-là. Heureusement que Père Bodioko n'était pas ici, sinon ça allait être la totale. Oui, il faut dire la vérité, je te coupe pas la parole, il faut dire la vérité que toute ta maison, ce sont des madridistes, sauf toi. Alors, justement, c'est pour ça que je dis comment casser les oreilles. Et donc, voyons voir. Je vais commencer par les nouvelles un peu plus sérieuses. En Espagne, je ne sais pas si vous avez souvenance qu'il y a à peu près un mois de cela, le Premier ministre avait suspendu sa participation au gouvernement pour 5 jours, le temps de réflexion, parce que sa femme était victime d'une judiciarisation de la vie politique de son mari. Et donc, de façon assez incongrue, nous venons d'apprendre, il y a à peine 3 heures de cela, qu'un juge d'instruction a demandé à ce que la dame comparaisse le 5 juillet. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections européennes et ce mouvement de la justice
parce qu'ici, il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans un pays qui vient d'une dictature il n'y a pas très longtemps, en 1975. C'est quand Franco est mort et c'est quand la démocratie a commencé ici en Espagne. Dans un pays où les velléités des idéologies communistes, socialistes, font choc avec les idées conservatrices catholiques, ben, cette interpellation de la femme du Premier ministre prouve à plus forte raison que cette affaire, bien loin d'être qu'une affaire de supposée corruption ou bien de trafic d'influence de la part de la dame, est une affaire politique. C'est pas normal qu'à 5 jours des élections, on fasse son interpellation. Le plus sage aurait été d'attendre à lundi ou à mardi pour qu'on puisse faire son interpellation. Ça, c'est la première grosse nouvelle et qui va armer disons, va tendre davantage la campagne électorale, qui n'est pas tendre du tout, entre l'extrême droite et la gauche. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un autre souci ici, c'est qu'on vient d'adopter il n'y a pas très longtemps la loi sur l'amnistie de l'Espagnol qui habitait à Waterloo en Belgique. Et donc, je ne vous dis pas que c'est pas intéressant d'être socialiste pour le moment ici en Espagne. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est un instant, s'il vous plaît. Au revoir les amis. Ce sont les enfants. Je viens de dire au revoir. Désolé. La deuxième grosse information, ça s'est passé aujourd'hui dans l'après-midi. Le frère de l'ancienne vice-maire de Madrid a été tué dans une opération dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Il y a eu une forte mobilisation de la police, de la garde civile. Les présumés auteurs de l'assassinat ont été arrêtés et c'est tout disons, l'arc politique espagnol qui est dans les mois. Mais le plus drôle, c'est que ça s'est passé dans une zone qui est plus ou moins sécurisée de Madrid. Et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il y a eu, il a pu se produire un tel incident. Mais bon, la troisième grosse nouvelle, c'est ici en Espagne, Mbappé qui arrive. Le Real Madrid sacré pour la 15e fois champion de la Champions League. Donc, je préfère qu'on parle d'autre chose. C'est plus une nouvelle, ça c'est. Vraiment, voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Même moi, le dire, c'est me demander beaucoup trop d'efforts. Vraiment. Moi, j'ai 3 observations que j'aimerais faire concernant le débat que nous sommes en train d'avoir, qui est très animé. Et je suis vraiment enchanté par notre invitée parce qu'elle maîtrise bien son dossier. Donc, j'ai pas peur de lui demander des fois des informations sur certains médicaments. Bref, je voulais avoir, disons, première question. Quelle est la différence entre un remède et un médicament? Prenons par exemple, tu as une grippe ou bien tu as un rhume. La phrase de maman, c'était toujours tu prends un thé chaud avec du miel. C'est quelque part de l'automédication, c'est pas de l'automédication. C'est un remède ou c'est un médicament? Prenons par exemple, tu as un bobo. Non, tu n'as même pas un bobo. Prenons par exemple une égratignure. On te dit, par quoi la mafutambi là? Mets de l'huile de palme sur la blessure. Ou bien mets du miel sur la blessure. Ça, c'est un médicament, c'est un remède. C'est quoi? Ça, c'est premier aspect. Deuxième aspect, on est en train de se poser la question de savoir si l'automédication, c'est dû à la pauvreté ou bien c'est dû aux conditions dans lesquelles nous vivons. Moi, je dirais que l'automédication,
c'est dû à la nature même de l'homme. N'oublions pas que nous étions, jusqu'il n'y a pas très longtemps, des animaux qui vivaient en groupe. Et donc, si on voyait que quelque chose fonctionnait bien pour traiter une maladie ou bien des symptômes, automatiquement, c'est instinctif. Parce que je peux vous assurer que le milieu dans lequel j'ai l'habitude de fréquenter, donc j'ai l'habitude de fréquenter, il y a ces gens qui n'ont pas besoin de faire la queue pour aller à l'hôpital. Mais son premier réflexe, quand tu tousses, automatiquement, il te dit « Ah non, 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 je préfère que tu prennes du Fervex. Ça ressemble à une grippe. » Quelque chose du genre là. Donc, je me dis que l'automédication, c'est beaucoup plus instinctif chez nous. On a beau essayer de réguler ça, ça sera difficile que l'on puisse y parvenir parce que c'est dans notre façon de vivre. Et c'est aussi une façon pour nous de montrer qu'on a de l'attention ou de l'affection pour quelqu'un. Parce que c'est pas normal que l'on voit quelqu'un en train qu'on a par exemple d'éternuer comme Patricia là, on lui dit va voir un médecin. Le premier réflexe que l'on aura, c'est de lui dire non, fais-toi. En Swahili, on dit Mvuke, c'est le truc là où on se met sous un bain de vapeur. Un bain de vapeur. Donc, ça, c'était la deuxième interrogation, apport que je voulais faire au débat. Le troisième, c'était... c'est pas... Moi, j'ai entendu notre sœur Arlette parler de quoi ça, de stimulant. Moi, je suis quinois. Le nom scientifique qu'elle a utilisé, moi, je ne le connais pas. Je voulais savoir si elle a l'équivalent du nom, parce que chez nous, à Kinshasa, c'était le Kindiolongo, Aramis, des histoires. Maintenant, elle a sorti un nom scientifique. Je n'ai pas saisi c'est quoi, et j'aimerais savoir c'est quel nom, pour avoir une idée, tout simplement. Avant de répondre, Madame Arlette, on va faire passer une petite page de publicité. Et ensuite, comme ça, vous allez... Merci. À vous la parole, Madame Arlette. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Alors, wow. Je vais commencer par réagir par rapport à la première question. Je crois que M. Yves a voulu savoir est-ce que il y a une différence entre un remède et un médicament. Alors, je crois qu'il faut qu'on puisse essayer de définir le médicament ensemble pour qu'ensemble, qu'on essaie de trouver une réponse à cette question. Okay? Alors, ici, le médicament est défini comme étant toute substance d'origine végétale. Donc, quand je parle de végétal, c'est sans le plantes et autres. D'origine minérale. D'origine, ça peut être d'origine animale. D'origine synthétique ou semi-synthétique. Et qui est utilisé dans un but soit curatif, c'est-à-dire que vous prenez le médicament pour vous soulager n'est-ce pas, d'une certaine maladie ou de certains symptômes, ou vous le prenez dans un but préventif. Et c'est par exemple le vaccin, ok? Et puis, le médicament peuvent être également définis comme toute substance qu'on utilise pour, par exemple, modifier une fonction de l'organisme, pour, par exemple, comme je disais, soigner, pour, par exemple, corriger une fonction de l'organisme ou pour même diagnostiquer une certaine maladie. Ok, donc c'est comme ça qu'on définit le médicament. Alors avec cette définition, vous comprendrez que lorsque vous prenez votre remède des grands-mères,
composé par exemple du miel, du citron et je sais pas, vous aviez dit de l'ail, quelque chose comme ça. Ok. Alors, l'ail et les citrons, ce sont des végétaux. Vous conviendrez avec moi que ce sont des végétaux. Et ces végétaux contiennent, généralement, chaque plante, ok, contient ce qu'on appelle métabolites secondaires et le métabolite primaire, ok. Le métabolite primaire, ils interviennent dans, n'est-ce pas, par exemple, dans la croissance de la plante, sont par exemple les glucides, par exemple, les protéines et tout. Donc, ils interviennent directement dans la croissance de la plante et tout. Ça, ils ont plusieurs fonctions. Mais il y a ce qu'on appelle le métabolite secondaire. Ce sont des types de substances qui, en soi, ils n'ont pas d'utilité pour la plante, ok? Mais qui quand même intervient dans le maintien de la plante. Et ces substances-là, ce sont donc en fait, les métabolites secondaires, ce sont ces substances qui sont plus utilisées dans la médecine, ok, dans la médecine dite moderne. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait un criblage phytochimique, ok? Madame Patricia m'a même dit que j'étais devenue trop. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez votre citron. Je vais vous donner un exemple clé de criblage phytochimique et puis relié au métabolite secondaire. Vous avez votre citron. Dans le citronnier, il y a le métabolite primaire, ok? Ça ne nous intéresse pas ici. Il y a aussi les métabolites secondaires. Ces éléments-là qui, normalement, nous permettent, par exemple, de savoir que cette plante, parce qu'elle contient, par exemple, c'est un exemple, c'est pas réel, hein, c'est un exemple, c'est un cas de figure que je donne. Parce que le citronnier contient les saponines, c'est un métabolite secondaire, ou contient par exemple les alcaloïdes. Ces alcaloïdes-là feront à ce que lorsque vous faites une macération du citron avec de l'eau, vous allez obtenir un mélange qui va traiter votre rhume. OK? Donc, ça devient un médicament dans ce sens que, premièrement, partant de la définition, vous prenez pour guérir le problème de santé que vous avez. Et deuxièmement, il y a ces substances-là, le métabolite secondaire, qui sont responsables de l'effet, qui seront responsables de l'effet thérapeutique que vous obtiendrez par la suite. Donc, pour moi, je dirais ici que quand vous faites ces remèdes-là, vous pouvez les considérer comme un médicament. L'ail dont vous avez parlé, que vous allez ajouter dans votre préparation, dans votre tisane, l'ail contient de métabolites secondaires qui même peuvent interagir avec d'autres médicaments que vous serez peut-être en train de prendre. Vous voyez? Donc, pour moi, ça constitue des médicaments. Quand, par exemple, vous prenez le feuille de manguier, donc vous en faites une décoction. Décoction, c'est-à-dire que vous mettez de l'eau et le feuille, au même moment, vous le mettez au feu et puis ça bouillit. Donc, vous le faites pour, n'est-ce pas, extraire les substances dans ces feuilles-là qui vont guérir un certain mot, que ce soit la diarrhée ou le problème digestif. Ça devient un médicament. Donc, quand vous faites ces procédés-là, quand vous procédez, donc vous allez extraire le principe actif dans cette tisane-là, et quand vous buvez, le principe actif qui est contenu dans ces végétaux ou dans ces substances que vous avez mélangées va aller vous guérir. Donc, pour moi, c'est un médicament. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. Je ne sais pas si ça a été clair. Oui, vous avez répondu, sauf que ma grand-mère ne sera pas contente. C'est bien. Alors,
Pour revenir à votre la deuxième question et la dernière, parce que votre deuxième intervention, c'était une remarque, et moi j'agrée, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Mais pour maintenant aller à votre troisième question, vous avez dit que à Kinshasa, il y a de préparations qu'on appelle kimbiolongo, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est juste un nom qu'on a donné à une préparation. Mais en soi, les kimbiolongo, là, les kimbiolongo, bon, je ne sais pas si on vous le vend déjà en solution ou si on vous vend de racines, OK? C'est la racine. C'est la, OK, voilà. Donc, la racine, on dit que c'est la racine qui provient du kimbiolongo. Et les kimbiolongo, c'est juste un nom vernaculaire de la plante, OK? Pour chaque plante, pour chaque espèce végétale, dans la taxonomie ou dans la classification, il y a ce qu'on appelle nom vernaculaire, il y a ce qu'on appelle nom scientifique. Je vais vous donner un exemple assez clair. Vous avez le manguier, OK? Le manguier, le nom scientifique du manguier, c'est Mangifera indica. Ça, c'est le nom scientifique. Donc, quand, par exemple, je suis devant un scientifique, je lui dis, on va utiliser Mangifera indica pour traiter telle maladie, il comprend directement que c'est le manguier qu'on va utiliser. Maintenant, le médecin traditionnel, eux, ils ne connaissent pas ces noms-là. Eux, ils vous donneront le nom de plante selon leur connaissance, OK? Et ces noms-là seront dans leur tribu, selon les ethnies. Le même manguier, en Swahili, vous appellerez Muchi Amaembe. Mais en Lingala, vous appellerez cela Nzete Amanga. OK? En Kikongo, ça a un autre nom. En Chiluba, ça a un autre nom. Et selon chaque ethnie, ça a deux noms. Les Kimbiolongo, là, c'est en soi juste un nom vernaculaire. Donc, selon la connaissance ethnobotanique de cette tribu-là, ils ont donné à cette plante-là le nom Kimbiolongo. Donc, c'est comme Muchi Amaembe pour le manguier. Mais si on essaie d'investiguer là-dessus, vous allez vous rendre compte que en soi, il y a un nom scientifique. Et si on essaie d'identifier le nom scientifique des Kimbiolongo, ça permet, par exemple, aux pharmaciens ou aux phytopharmacologues de faire plus de recherches dessus. Maintenant, pour revenir au nom que moi j'avais donné, j'avais parlé de Pericopsis angolensis. Pericopsis angolensis, ça c'est juste le nom scientifique que je donnais. Mais ça a de noms vernaculaires. On appelle ça, par exemple, Mobanga, dans, je sais pas, la langue Luba. Je n'ai plus vraiment de précision sur le nom vernaculaire de cette plante-là. Mais il y a deux noms selon chaque tribu. Et ce que le scientifique font, c'est qu'ils vont chercher le nom scientifique pour, n'est-ce pas, essayer de faire plus de recherches poussées. Donc, peut-être, je ne sais pas si non, vous avez... non, c'est que j'aimerais savoir. Prenons par exemple, vous êtes swahiliphone, moi je suis swahiliphone. Le nom scientifique de la plante qui est objet chez vous, c'est quoi en swahili? Le nom scientifique de la plante... Le nom en swahili de la plante dont vous avez fait l'objet de votre travail. Ok. Je ne sais pas donner de nom en swahili parce que tout nom vernaculaire qui m'a été donné, c'est le nom que le praticien utilise, ok? C'est Mobanga, c'est par exemple, si c'est Katembe, selon chaque tribu. Mais pour que je puisse identifier... J'ai compris. Oui. Quand vous dites, s'il faut que je donne un nom swahili, je mentirais. Je vais fausser d'ailleurs même les résultats, vous voyez, parce que tout provient de ce que le tradit praticien vous donne et vous allez vous baser sur ça pour que les résultats soient fiables. Merci beaucoup Madame Arlette, c'était vraiment très clair. En tout cas, avant de clôturer, je vais lire quand même quelques commentaires des internautes. Il y a plusieurs internautes qui ont écrit. Il y a monsieur ou madame HBK qui dit « Je crois qu'il faudrait, je pense qu'il voulait dire, une mobilisation dans notre pays sur l'automédication
et sur l'automédication autant que l'on fait pour le cancer ou le VIH, par exemple. Oui, c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'il faut plus en parler, je pense, et c'est ce qu'on fait à travers cette émission. On a dû reporter 2 ou 3 fois avec Arlette, mais on a insisté que c'était vraiment un sujet très important dont il fallait parler. Et ça se voit aussi avec l'intervention de nos internautes ici. Quelqu'un d'autre écrit « Félicitations, Madame Arlette, très bien présentée. Espérons que ce message sera diffusé sur beaucoup de médias. Et oui, notre peuple périt par manque de connaissances. Néanmoins, il n'est jamais trop tard. » Merci beaucoup, fille de Jésus. Et nous avions... Emmanuel écrit « Nous avions reçu le président de l'ordre des pharmaciens qui nous a fait une révélation. Rien que dans la ville de Kinshasa, plus de 4000 pharmacies, à peine 350 sont homologuées par l'ordre des pharmaciens. Waouh, ça c'est vraiment une information très importante. Hein. Donc, sur plus de 4000 pharmacies, à peine 350 sont homologuées à Kinshasa. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette information. On va noter. Et voilà toutes les. Il y en a vraiment beaucoup d'interventions. Merci beaucoup aux internautes en tout cas. On va clôturer. Je pense que Madame Arlette va clôturer avec un mot de la fin avant que l'on puisse se dire au revoir pour ce soir. À vous la parole, Madame Arlette. Alors, merci beaucoup pour la parole. On a, comment je vais dire, on a peut-être parlé que de 10%, hein, on a relevé que peut-être 10% de conséquences liées à l'automédication. Il y a plusieurs conséquences et nous espérons que, comme je crois Madame ou Monsieur HBK l'a dit dans le commentaire, le gouvernement va essayer de travailler sur la sensibilisation de population vis-à-vis de la question de l'automédication, qui est une question quand même assez importante. Et cela à cause de tout le dérive qui découle, n'est-ce pas, de l'automédication. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le problème d'interaction médicamenteuse, il y a le problème de mésusage, le fait, par exemple, d'utiliser un mauvais médicament pour un mauvais patient, utiliser de médicaments à des posologies qui ne sont pas appropriées, la résistance bactérienne acquise d'une mauvaise utilisation, par exemple, des antibiotiques. Il y a des effets secondaires qui sont qui se manifestent. Donc, il y a l'exacerbation des effets secondaires lorsqu'on utilise mal un médicament. Il y a la toxicité, il y a les inefficacités, il y a le problème des erreurs de diagnostic, le retard des diagnostics quand on utilise mal le médicament. Donc, et aussi, ça joue sur l'économie tant de foyers que l'économie au niveau national. Donc, c'est vraiment une question assez importante et le mieux, c'est de continuer à en parler. Ici, je tiens à vous remercier, Madame Patricia, le père Bojoko, ainsi que tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, je vous remercie principalement pour cet espace qui, n'est-ce pas, qui nous a permis de passer ce message. Merci à vous, merci. Je vais aussi donc remercier tous nos internautes, mais aussi en tout cas nos intervenants dans l'émission. Merci beaucoup Yves. Merci au professeur Alfred. Merci le père Jean-Pierre. Et encore une fois, merci beaucoup Madame Arlette Kinda. En tout cas, vous nous avez édifiés. Je pense que c'est le mot juste aujourd'hui. Et en tout cas, on va rappeler encore une fois combien l'automédication peut être dangereuse, mais a aussi des points bénéfiques quand on parle de l'automédication, par exemple, traditionnelle. Et je pense qu'il est important que vous continuiez dans les recherches. Mais néanmoins, il faut quand même souligner aussi qu'il faut faire très attention
à notre santé, et cela passe par demander conseil avant de prendre des médicaments. Demander conseil aux spécialistes, pas aux parents, aux proches. Demander conseil à un spécialiste, soit par un pharmacien ou un médecin, si on a en tout cas les moyens d'aller voir un médecin. Souligner aussi l'importance d'un cadre réglementé pour assainir le secteur, mais il faut aussi une facilitation, une volonté politique pour permettre l'essor de l'industrie pharmaceutique au Congo. Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé très justement, Madame Arlette. Et voilà, donc nous allons clôturer aujourd'hui. Donc je dis Madame et Monsieur, c'est ici que nous fermons cette émission. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un autre invité spécial. Et on se revoit pour la rediffusion demain à partir de 14h. Cette émission-ci sera disponible sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook également. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.